j'ai souhaité cette rencontre avec vous afin d'aborder un certain nombre de sujets mieux que je parle. Le premier porte sur le projet de loi de finances 2026 et le second sur la justice dans notre pays et la situation judiciaire d'un certain nombre de compatriotes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ensemble, le Gabon a décidé de porter la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Nous avons pleinement conscience que la corruption qui est la nôtre est diversement interprétée, diversement comprise. Une certaine opinion pense qu'il aurait fallu laisser le pouvoir seul, sans opposition. Et que le fait qu'ensemble le Gabon participe aux élections, anime la vie démocratique, certains estiment qu'ensemble que le Gabon participerait d'une forme de crédibilisation du système. Je voudrais réitérer ce que j'ai déjà dit. Nous n'empêchons personne de s'exprimer. Nous faisons le constat malheureux que ceux qui avaient soutenu Ali Bongo ont tous aujourd'hui rallié dans leur grande majorité le nouveau pouvoir. Et ceux qui combattaient Ali Bongo ont également rallié ce nouveau pouvoir. Et l'espace démocratique que c'est réfléchi, et y compris son appelée société civile qui, elle aussi, a rallié le nouveau pouvoir. On a donc un espace démocratique à reconstruire, à rebâtir, et chacun a sa place à trouver. Nous avons notre place, et nous nous battons. Le pays est au bord du gouffre, et il faut se dire la vérité pour éviter son effondrement. En effet, au plan moral, nous vivons le désenchantement d'un peuple qui se sent trahi et qui n'y croit plus. Le peuple n'y croit plus. En un peu plus de 2 ans, que de promesses non tenues, que d'engagements trahis, que de renoncements. Le 30 août 2023, le Gabon croyait le neige. 2 ans plus tard, il s'enfonce chaque jour un peu plus. Ayant écouté le discours des militaires le 30 août 2023, mais surtout le 4 septembre 2023, le peuple gabonais avait espéré un renouveau, celui d'un État plus juste, plus ouvert, plus transparent, plus respectueux des droits humains, plus empathique face à la souffrance du plus grand nombre. Un État mieux préoccupé de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Mais au lieu de la restauration promise et de la félicité annoncée, le pouvoir s'est montré dans l'examen qu'il dénonçait hier, plongeant ainsi dans un inacceptable abaissement moral, car celui qui ne fait pas mieux que ce qu'il a dénoncé fait pire. Partout, mes chers compatriotes, c'est l'impunité qui règne, c'est la corruption, ce sont les injustices, c'est l'insécurité, l'enrichissement illicite et insolent de quelques proches et affidés du régime. Dans le même temps, la précarité du plus grand nombre s'accentue. Le chômage de masse s'installe et devient endémique, surtout chez les jeunes. Sous nos yeux, chacun peut observer que la transition, censée incarner la rupture, a fini par reproduire en pire ce qu'elle prétendait corriger. La transition n'a été qu'une succession de trahisons. Et la réalité apparaît désormais au plus grand nombre. Le changement proclamé n'était qu'un remplacement. Le système dénoncé hier est bien en place et à tous les étages. Pendant que les discours se multiplient,
les Gabonais, eux, vivent le silence des États absents, qui ne leur apporte aucune solution et qui a plutôt fait d'oublier ses promesses. Mesdames et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, pour la présente rencontre, j'aborderai deux sujets principaux. Le premier concerne le projet de loi de finances 2026 et ses incohérences. Le second concerne la justice gabonaise et ses errements. S'agissant du projet de loi de finances 2026, nous avons une pluie de milliards qui ne change pas la vie des gens. La loi de finances est un outil de développement qui n'a de sens que si sa mise en œuvre permet d'améliorer la vie des citoyens. Or, le budget 2026, tel que présenté, est un alignement de chiffres qui se veulent impressionnants, mais qui ne changeront rien à la vie de nos compatriotes. Et pire, ces chiffres vont dégrader davantage, par certains aspects, le pouvoir d'achat des ménages. Je voudrais indiquer que, pour l'impressionnant qu'il soit, les chiffres du budget étonnent et inquiètent les observateurs avertis quant à leur sincérité et à la possibilité de l'évangélisme. Le gouvernement affiche en effet un budget arrêté en ressources et en dépenses à un peu plus de 7 000 milliards de francs CFA, soit le double des budgets constants du Gabon ces 10 dernières années, avec pour objectif affiché une croissance de plus de 7%, soit là aussi 3 fois plus que la moyenne de ces dernières années. Une telle évolution, mesdames et messieurs, pour être crédible, doit être comparée aux projections des autres pays qui nous sont comparables et à les hypothèses crédibles, soutenues et partagées par les organismes les plus sérieux dans le domaine. Or, cela est loin d'être le cas. Dans tous les pays de la zone CEMAC, le Gabon est le seul dont le budget passerait du simple au lourd. Le seul. Il est également le seul dont le taux de croissance serait multiplié par 3. Lorsque l'on sait que les économies sont interdépendantes et que même si les échanges entre les pays de la CEMAC ne sont pas significatifs, il n'en demeure pas au moins que nous avons la même structure économique. Nous avons à peu près les mêmes matières premières que nous exportons sur les mêmes marchés. De telles évolutions interrogent donc quant à la crédibilité des chiffres énoncés. Considérant, mes chers compatriotes, en outre que la Banque mondiale et le FMI ont émis de fortes réserves sur la crédibilité des hypothèses de notre pays. L'agence de notation Fitch Ratings a de son côté martelé que les chiffres gabonais étaient loin d'être crédibles. On se demande alors sur quelles hypothèses repose notre budget et quelle va être la recette miracle. Que dit Fitch Ratings? D'abord, cette agence maintient la note souveraine du Gabon à 3C. C'est-à-dire que notre pays présente un risque élevé de défaut. Cela en raison des vulnérabilités structurelles de notre économie et de nos finances publiques. Par ailleurs, la détérioration des finances publiques, les tensions de trésorerie croissantes et la trop grande dépendance vis-à-vis du pétrole, malgré les intentions et les incantations du gouvernement, tout cela présente d'importants risques pour notre pays. Comme le FMI et la Banque mondiale, de nombreux experts internationaux sollicités par le gouvernement, Fitch également doute des hypothèses de croissance à 7,9% et doute également d'un PIB à 15%, jugé trop optimiste. L'agence a par ailleurs indiqué que, en ce qui la concerne, les projections faites par le gouvernement ont très peu de chances d'aboutir, notamment en ce qui concerne le taux de croissance à 7,9%. L'agence recommande que le gouvernement gabonais intensifie la diversification de l'économie, améliore la collecte de ses ressources
et apporte de la transparence dans la gestion du budget. Mes chers compatriotes, j'indiquais que ce budget 2026, tel que annoncé, présente des chiffres impressionnants. Mais au-delà, le budget constate pour le regretter que ce budget ne répond aucunement aux attentes de nos compatriotes exemptés par la chef. Plutôt que de prendre des mesures fortes pour soulager les ménages déjà en grande difficulté, la partie fiscale de la loi de finances 2026 comporte de multiples taxes qui vont accentuer la précarité des populations, car, mesdames et messieurs, tout va augmenter. Tout va augmenter, et d'abord l'électricité. Une taxe de 9%. L'électricité, comme chacun le sait, entre pour beaucoup dans la production, dans les échanges, entre beaucoup pour les PME, pour les industries. Non seulement elle a été très chère au départ, elle est rare par les groupes tempestives, mais elle va être encore plus chère avec la taxe de 9%. Prétendument pour améliorer le cadre de vie, mais celui qui vit les pieds dans l'eau paiera cette taxe également, aussi bien que celui qui vit à la salière. L'injustice fiscale, elle est là. Les communications téléphoniques et Internet ont également augmenté, 5%, qui vient s'ajouter aux taxes qu'il y avait déjà sur les transferts d'argent montant. D'autres produits de consommation courante, tels que les eaux minérales, certaines boissons gazeuses, les lessives, certains matériaux de construction ont également augmenté. Ces augmentations qui vont peser sur le panier ménagère se feront alors que les salaires, eux, n'augmentent pas. La dernière augmentation des salaires au Gabon dans le secteur du 8 remonte à 2020, soit millions. Et c'est là également que le SMIC a été revu à la hausse. Et depuis, tout stagne. Je voulais par ailleurs, mesdames et messieurs l'adresse, indiquer que il y a quelque temps, certains de vos confrères ont annoncé un chiffre. Et nous avons attendu pour savoir si le gouvernement allait démentir ce chiffre-là. À ce jour, ce chiffre n'est pas démenti. Notre pays a enregistré en 10 mois, de janvier 2025 à octobre, plus de 18 000 décès. 18 000. Plus de 18 000 décès. Soit plus de 1800 décès par mois. C'est une hécatombe. Même dans un pays en guerre, on peut ne pas dire ni autant de morts par mois. Mais nous n'avons pas le sentiment que le gouvernement prenne la mesure de ce qui se passe aujourd'hui. Nos hôpitaux sont devenus tellement quoi? Faute de plateau technique, faute de médicaments, faute également de personnel dans nos hôpitaux. Et dans le même temps, dans le budget 2026, il est prévu une réduction drastique pour ce qui est des budgets consacrés à l'achat des médicaments et des consommables dans les hôpitaux. C'est dramatique de constater que, alors que chaque famille gabonaise aujourd'hui est touchée, il ne se passe pas une semaine sans donner des décès, des deuils dans nos familles autour de nous. Et c'est une hécatombe, principalement sur des maladies nouvelles, la sédentarité, l'hypertension artérielle, le diabète, les AVC, etc. Et c'est là que le gouvernement choisit de réduire les budgets consacrés dans les hôpitaux à l'achat des médicaments et des consommables. C'est dramatique. C'est dramatique parce que dans le même temps, la CNAMGS, un fleuron qui aidait les populations à se soigner. Les plus aisés, bien sûr, mais surtout les moins aisés d'entre nous, qui bénéficiaient de soins de santé avec le ticket modérateur, qui bénéficiaient d'évacuation sanitaire, etc. La CNAMGS aujourd'hui affiche un déficit de plus de 100 milliards de francs CFA. L'État gabonais doit une quarantaine de milliards de francs CFA à la CNAMGS. Elle-même doit aux structures de santé, les pharmacies notamment, plus de 8 milliards, et aux hôpitaux. La CNAMGS est au bord de l'asphyxie. Et si rien n'est fait en urgence, et on ne voit pas dans la loi de finances ce qui est fait pour
la CNAMGS, lui redonner son lustre d'antan et l'aider à s'occuper des populations. Ainsi, sourd à la détresse de nos compatriotes, le gouvernement n'a rien prévu en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Rien non plus pour ce qui est des filets sociaux, les amortisseurs. Nous avions indiqué qu'il fallait essayer de prendre en compte la détresse des Gabonais et par conséquent de supprimer les institutions inutiles pour aider les familles les plus fragiles, pour aider les jeunes en quête d'emploi à avoir un amortisseur social. Nous n'avons pas été entendus. On nous a répondu que pendant tout le septennat, il y aurait plein de problèmes d'argent et on sort de là, on ne peut plus payer les bourses. Et on sort de là, on ne peut plus payer les médicaments. Et on sort de là, il n'y a pas de solution pour l'emploi des jeunes. Nous appelons à nouveau à la réflexion sur ces sujets d'importance. Ce n'est pas parce qu'on a fini par reculer sur la question de la subvention aux produits pétroliers que la vie chère est devenue une chimère. La vie chère, elle est là. Et elle va s'amplifier, comme on vient de le voir, et le chômage va s'amplifier également. Et toutes les promesses d'emploi qui ont été faites depuis plusieurs mois déjà, le 31 décembre 2024 à Mabokou, il a été annoncé la création en 2025 de 163 000 emplois dans 3 projets. Le chemin de fer Beninga-Mayumba, à ce jour, même les études n'ont pas démarré. Le port en eau profonde de Mayumba, il ne se passe rien. Et le barrage hydroélectrique de Boué, il ne se passe rien. Nous sommes en novembre, il reste moins de 2 mois et les 163 000 emplois sont toujours attendus. Il a été indiqué qu'on avait débloqué l'accès à la fonction publique. Les jeunes Gabonais y ont cru et ont déposé 150 000 dossiers à la fonction publique. À ce jour, on a une cacophonie gouvernementale, on a le ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la lutte contre la vie chère, qui n'a toujours pas démissionné de BGFI et qui nous dit que la fonction publique est saturée. Et quelques temps après, le ministre de la fonction publique fait un rétropédalage pour indiquer qu'on a déjà recruté 13 000 personnes et qu'on va continuer un peu. Je rappelle que la masse salariale, elle est passée sous mon gouvernement de moins de 700 milliards de francs CFA à presque 1 000 milliards de francs CFA aujourd'hui, en 2025, soit 2 ans après. Il s'agit donc de constater que ces lois de finances ne reposent pas sur des hypothèses crédibles. Et pour schématiser et faire simple, nous avons les recettes fiscales de l'État, 2 000 milliards. C'est un peu plus, je prends un chiffre rond pour que chacun comprenne. 2 000 milliards. Nous avons la charge salariale de l'État, 1 000 milliards. Nous avons la charge de la dette, 1 000 milliards. Donc les salaires plus la dette engloutissent les ressources fiscales de l'État. Où est-ce que l'État va trouver le reste pour investir et pour les autres charges de l'État, sinon pour emprunter? Ils vont emprunter. Et donc lorsque le ministre de l'économie nous dit qu'on n'empruntera pas pour financer le fonctionnement, ce n'est pas vrai. Il est obligé d'emprunter pour financer le fonctionnement, notamment les transferts, entre autres, et bien sûr les autres charges de l'État. Et cependant, nous ne voyons pas du tout comment l'État fait pour réduire son train de vie. C'est toujours plus pour les institutions, c'est toujours des voyages somptueux au détriment de la création des emplois pour les jeunes. C'est le premier point et nous y reviendrons si vous avez des questions sur ces sujets. Je voudrais d'ailleurs, avant de terminer sur ce point, faire constater qu'il n'y a rien dans le budget concernant Penoriti, où les populations ont été déguerpies. Il y a sûr qu'il n'y a pas de solution. Et qu'il n'y a rien non plus concernant le Carrefour-Sni, où les populations dorment toujours à la belle étoile et à 0 projet à ce jour. Mais par contre, on a des projets dispendieux et de prestige. La cité de la démocratie, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'amphi, mais il y a 360 milliards de francs qu'on dépense pour la cité de la démocratie. Vous avez là le projet de salle de conférence au Congo-Ontiba, en redondance d'ailleurs avec le palais des congrès de la cité de la démocratie. Là aussi, des dizaines de milliards qui vont être engloutis, alors qu'on n'a pas un seul amphi qui a été construit là non plus. Mes chers compatriotes, concernant le fonctionnement de la justice. D'abord, dans notre pays, la justice apparaît de plus en plus loin des principes et de la loi, mais proche du pouvoir et de son dictat. Or, là où la justice
justice cesse de dire le droit en toute indépendance, c'est le règne de l'arbitraire et de la peur qui s'installe. Depuis 2 ans, la justice gabonaise, plus que par le passé, donne le sentiment de fonctionner à 2 vitesses, au moins, sinon de multivitesses. Il y a d'un côté les citoyens ordinaires qui sont arrêtés, jugés presque de façon expéditive et condamnés parfois pour l'exemple. D'autres sont menacés de poursuites pour avoir pris des positions contraires à la pensée du prince, comme l'a été M. Hervé Patrick Obianga, qui a fait l'objet de poursuites sur une affaire remontant à plusieurs années, c'est existe. Mais chacun a bien constaté que les poursuites ont été enclenchées dès lors qu'il avait pris position contre le oui au référendum, donc en faveur du non. Je pourrais également, et je le fais avec honneur et plaisir, citer le cas de M. Harold Leka, poursuivi opportunément dans une présumée affaire remontant à 3 ans auparavant, alors que ce contrat avait été renouvelé, mais là aussi arrêté et jeté en prison au lendemain des positions prises par Gabon Media Time, son organe de presse, et qui envoie de jeunes compatriotes. Et ce média a mis en lumière des fraudes massives organisées par le camp au pouvoir lors des consultations électorales. Et donc cette concomitance ne peut tromper personne. Harold Leka est en prison pour sa liberté. Et nous demandons encore une fois que M. Harold Leka soit libéré. Il n'a rien à faire en prison. Nous le demandons, nous l'exigeons. Ils peuvent rester sourds à cela. Ils envoient des messages contradictoires. Ils tentent de rassurer. Il sortira demain. Il sortira après-demain. On ne demande pas de commisération sur le sujet. C'est la justice qui est demandée. Et je voudrais rappeler que on ne peut pas donner illusion. L'illusion qui consiste à jeter quelques-uns en prison, pour l'exemple, pour protéger les autres. Tous les jours, les proches du chef de l'État sont mis en cause dans des dossiers qui font scandale médiatiquement. Et aucun n'est poursuivi. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et chaque fois, on prend des lampistes qu'on jette en prison. Mais les proches du chef de l'État, eux, sont protégés. Cette justice qui, au lieu d'être rendue au nom du peuple gabonais, elle est maintenant rendue au nom du prince. Et les magistrats, moi je ne jetterai pas le propre sur eux. Les magistrats sont soumis à des pressions quotidiennes. Ils sont menacés. Ils sont intimidés. Ils sont contraints parfois nuitamment de rendre des décisions pour plaire au prince. Et ça ne peut pas se poursuivre. C'est un double standard qui nuit à la sérénité de la justice. C'est un double standard qui dégrade notre pays et qui dégrade la confiance nécessaire que le citoyen doit avoir en sa justice. Et l'actualité nous fournit la parfaite illustration de cette justice aux ordres. Cette justice instrumentalisée pour assouvir ce qui apparaît désormais comme une vengeance. Mais l'État ne se venge pas. L'État ne punit pas. L'État corrige par l'application de la loi à laquelle l'État lui-même est soumis. Mesdames et messieurs, le procès annoncé pour se tenir le 10 novembre prochain, dans quelques jours, devant la Cour criminelle spéciale et qui doit juger Mme Sylvia Bongo Ndimba et son fils, Nouréni Bongo Valentin, soulève de nombreuses questions dans l'opinion, surtout après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On se serait attendu à ce que le procureur général près la Cour d'appel Libreville, qui nous a habitués ces temps-ci à donner des conférences de presse, vienne s'expliquer devant l'opinion sur ce qui se passe exactement dans ce dossier. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de quoi, s'est tenue une réunion au bureau du ministre de la Justice. Cette réunion a elle seule été un scandale. Lorsque l'avant-veille d'un procès, le ministre reçoit dans son bureau aussi bien les juges du parquet, le procureur, que ceux du siège, le président de la Cour d'appel spéciale, qui doit donc présider ce procès, était dans le bureau du ministre.
le président de la Cour d'appel Libreville était dans le bureau du ministre. Que faisait-il l'avant-veille d'un procès? Est-ce qu'on imagine, dans des démocraties normales, que la veille d'un tel procès, est-ce qu'on imagine Gérard Darmanin en train de recevoir dans son bureau le président du tribunal qui doit juger Nicolas Sarkozy? Il y a là un scandale. Et ce scandale, aujourd'hui, qui est l'auteur de cela? Qui est le ministre qui le fait? Un opposant qui hier donnait des leçons. Et qui maintenant, à la manœuvre, fait pire que ce qu'il a fait hier. C'est ce qui est inconcevable, c'est ce qui perd l'opinion. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens se disent on ne fait plus confiance aux politiques. Parce que, hélas, si nous on s'est trompés, mais est-ce que ceux qui nous ont dénoncés ont le droit, eux également, de se tromper de manière aussi radicale, de faire pire que nous? Je n'ai aucun souvenir d'une telle réunion lorsque nous étions responsables. Surtout, je n'ai aucun souvenir qu'une telle réunion ait été médiatisée. Ces médiatisations indiquent très clairement que ce procès, il va se tenir pour rien. C'est déjà écrit d'avance, le scénario est écrit, la condamnation est écrite, et donc c'est un procès pour rien. Mais, malgré tout, les questions sont soulevées. Et nous avons besoin d'avoir des explications claires sur un certain nombre de questions que soulève le contenu de la vidéo qui a été diffusée. Première question, est-ce que c'est bien le procureur général que l'on voit sur la vidéo? C'est une première question, peut-être qu'on peut se tromper. Si c'est bien lui, qu'est-ce qu'il faisait au domicile de M. Ali Bongo Ondimba en présence de prévenu? C'est une première question. Deuxième question, est-ce que c'est bien Madame le président de la Cour d'appel que l'on voit sur la vidéo? Si c'est bien elle, que faisait bien là? Il faut quand même rappeler à l'opinion que cette vidéo, elle a été tournée clandestinement et qu'elle sort plusieurs mois après. Et que jusqu'à présent, la justice ne nous avait pas dit que ces messieurs et dames s'étaient rendus au domicile d'Ali Bongo Ondimba en présence des prévenus, quelques heures avant qu'ils quittent le territoire. La justice a dissimulé cela. La justice a menti. Est-ce qu'une justice qui ment est digne de confiance? Ensuite, les questions que se posent aujourd'hui, sans prendre parti pour compte, c'est de se demander finalement, est-ce que ceci est autorisé par la loi? Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des citoyens. Combien de citoyens ont la possibilité d'accueillir à leur domicile en tant que prévenus? Après 20 mois de détention, accueillir à domicile le procureur, le juge, les avocats, etc. L'agent judiciaire de l'État, sa directrice générale, qui semblait conduire la délégation, à quel titre? Est-ce qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs? Les magistrats font quoi là, avec l'agent judiciaire de l'État? Quel était le contentieux de l'État qui est allé régler à ce temps-là? C'était pas le contentieux de l'État, on sait pas. Sans cette vidéo, les Gabonais peu savaient que Ali Bongo était en résidence surveillée, que son épouse et son fils étaient en détention, à gros bouquet, on nous a dit, et eux ils disent qu'ils étaient dans le sous-sol de la présidence. La justice nous dit quel était le lieu de détention exact de Mme Sylvia Bongo et son d'une. Est-ce que la présidence est maintenant un lieu de détention officiel au Gabon? S'il n'est pas officiel, qu'est-ce qu'ils y faisaient? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser. L'autre question, cet accord, sans la vidéo, est-ce qu'on aurait su qu'il y a eu un accord entre la famille d'Ali Bongo et le pouvoir? Et donc, la justice est partie prenante d'un accord. Mais la justice qui est entre nous au peuple gabonais, pourquoi va-t-elle négocier un accord dans le secret du peuple gabonais? Il y a un problème. Et cet accord marche sur quoi exactement? On entend dans la vidéo que la personne a démenti le contenu de la vidéo. On entend Mme Sylvia Bongo dire, vous m'avez tout pris. Je n'ai plus rien, vous avez tout pris. Qu'est-ce qui a été pris exactement? Si c'est de l'argent, combien? Et cet argent est où aujourd'hui? Où est la liste sur procès de la banque? Il n'y a aucun levier
Il n'y a pas de greffier. Il n'y a pas d'huissier. Qui a adressé le procès verbal de ça? Quand? Si c'est des voitures, c'est lesquelles? Si ce sont des maisons, c'est lesquelles? Si ce sont des entreprises, c'est lesquelles? La transparence dans ce dossier est nécessaire. Parce que c'est supposé être l'argent du Gabon, donc du peuple gabonais. Puisque la justice est rendue dans le peuple gabonais, il faut de la transparence dans ce dossier. 20 mois plus tard, 24 mois plus tard, 26 mois plus tard, il faut de la transparence. L'autre question, on a vu M. Ali Bongo signer ce protocole d'accord. Mais il a été dit que lui n'est pas poursuivi dans cette affaire. Il n'est donc pas prévenu dans cette affaire. À quel titre a-t-il donc signé le protocole d'accord? Ce protocole concernait quoi? On a entendu M. Ali Bongo dire, on m'a tout pris. Il a cité le nom du président actuel pour dire, il m'a tout pris. Vous me demandez de signer, mais lui s'engage à quoi? C'est ce qu'on a entendu. On l'a entendu. Le procureur qui était présent doit au Gabonais une explication. Jusque-là, nous on ne savait pas qu'un procureur faisait des conférences de presse. Mais lui, il nous a habitués à faire des conférences de presse. Maintenant, on attend qu'il fasse une conférence de presse pour nous expliquer ce qu'il y a dans ce dossier exactement, ce protocole d'accord. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je sais que la facilité voudrait qu'on dise que l'Église défend Ali Bongo et sa famille. J'aurais dû. Mais il se trouve que je ne le fais pas. Je défends des principes de droit, des principes d'état de droit, qui concernent aujourd'hui M. Ali Bongo, comme ils ont concerné d'autres personnalités hier. Et comme demain, ça va concerner d'autres personnalités. Et la justice ne doit pas avoir un visage. Elle ne doit pas être instrumentaliste. Elle ne doit pas être orientée. Elle doit être neutre. Elle doit être dite avec sérénité. Dans ce dossier, notre justice montre son manque de sérénité. Dans ce dossier, notre justice montre qu'elle est instrumentaliste. Et le simple fait de ces vidéos, sans implication aucune de la part de l'État, ni le porte-parole de la présidence, ni le porte-parole du gouvernement, ni le ministre de la Justice, ni le procureur général, ni le procureur, personne ne s'explique sur ce dossier. Et on va faire un procès. Quelle est la valeur de ce procès? Le procès, on a déjà enlevé la vérité au Gabonais. La vérité, c'est laquelle? C'est que la Constitution adoptée a accordé l'amnistie aux militaires pour des événements intervenus entre le 30, le 29 août au 4 septembre. C'est là qu'ils ont été arrêtés. Donc, ceux qui les ont arrêtés sont amnistiés. Mais les faits pour lesquels ils ont arrêté ces gens, eux, sont jugés. Il y a un problème. L'autre problème, c'est que la justice qui est dans le nom de l'État, au nom du peuple gabonais, les actes ont été imposés là, en marge de la loi. Ce dont nous parlons là, c'est fait en marge de la loi. Et rien ne nous a été dit de ce qui a été fait. N'eût été la vidéo clandestine, on n'aurait pas su ce qui s'est passé. N'eût été la présidence bangolaise, on n'aurait pas su que M. Ali Bongo, sa femme et son fils ont quitté le Gabon. Ils étaient censés être en résidence surveillée. N'eût été cette vidéo, on n'aurait pas su que la question médicale est une question subsidiaire. La question principale, c'était l'accord qui était signé. On veut la vérité sur ces dossiers, on veut des explications. Pour ce qui concerne cette conférence de presse, il reste une dernière question. Et je serai à votre disposition pour répondre si vous avez des questions à me poser. Il me semble qu'il reste une question essentielle. Si M. Ali Bongo, on dit pas, qui a été président pendant 14 ans de la République gabonaise, n'est pas poursuivi. Comment comprendre que sa femme le soit? Comment comprendre que son fils le soit? Si c'est des faits qui relèvent de la période pour le fils était comme la des affaires présidentielles, on le dise. Mais le simple fait d'indiquer que M. Ali Bongo n'est pas poursuivi et qu'on poursuive sa femme et son fils, c'est exactement comme si chacun de nous était responsabilisé quelque part, où il aurait posé des actes répréhensibles et on aurait jugé madame et nous. Quand indiqué la question de madame Sylvia qui gérait le pays, j'ai deux responsabilités, je pose trois questions. Si elle a géré avec qui? Parce que gérer le pays, c'est les institutions qui ont géré le pays. Quelles sont les institutions qui ont lié à gérer le pays?
institution politique, institution constitutionnelle, c'est les guerres. Pour gérer un pays, il faut la sécurité. C'est avec quelle sécurité qu'elle a géré le pays. Elle donnait cette institution à qui? Pour gérer le pays sur un plan sécuritaire. Gérer le pays, c'est l'argent. Gérer le pays, c'est l'argent. A-t-elle géré le trésor gabonais? Si oui, avec qui? A-t-elle géré l'économie gabonaise? Si oui, avec qui? Gérer le pays, c'est la justice. On en parle. Quels sont les magistrats qui recevaient ces institutions auprès de Madame Sylviane pour le nourrir? Voilà les questions essentielles qui ne seront pas posées dans le secret du procès à Fangour, mais qui vont rester dans l'opinion. Et tant qu'ils n'ont pas de réponse claire à ces questions-là, ce n'est pas Sylviane et nous comme juge, c'est la justice gabonaise qui est jugée dans l'opinion. C'est ça l'enjeu de ce procès. Ce procès aurait dû être celui de la réhabilitation de la justice. Il va être le procès du procès de la justice. Et chacun aura une idée de ce qu'est la justice gabonaise désormais. Merci beaucoup de votre attention. Nous avions déjà indiqué que dans le cas du référendum et de la réforme des institutions, qu'il ne fallait plus que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Nous insistons. Si nous voulons une justice indépendante, libre, il faut absolument rompre le lien entre le politique, incarné ici par la présidence de la République, et la magistrature. Il faut rompre ce lien. Il faut que la magistrature soit organisée de sorte que la carrière du magistrat soit gérée par la magistrature, comme c'est le cas dans les démocraties qui se respectent. Et donc, il y a un conseil sur la magistrature en dehors du politique. Cela existe. Et il faut s'en inspirer. Merci. S'il y a des questions. Il y a là-bas. La question est le budget 2026 est encore en gêne. Il n'est pas encore on n'a pas encore commencé à l'exécuter, mais vous, vous en entendre, est-ce que vos remarques ne sont pas attirées? Mais le budget de la finance a déjà été adopté par l'une des chambres du Nord. Il a été adopté déjà par une première instance, le Conseil des ministres. Dès cet instant, il est déjà dans le circuit pour être adopté définitivement, et donc les acteurs politiques peuvent se prononcer sur le sujet. Je fais d'ailleurs observer que, après que l'Assemblée nationale a voté ce budget, avec des ressources issues de la levée des subventions aux produits pétroliers, ça veut dire que ce qui allait dans le budget comme dépense a été intégré comme ressources, puisqu'on ne subventionnait plus le pétrole. Et là, il y a quelques heures, quelques jours, on nous annonce pour cela que l'État va continuer à subventionner les produits pétroliers. Et donc, votre question m'amène également à préciser que ces milliards de francs, plus de 100 milliards, il faudra que les trouver quelque part. Ils étaient prévus en ressources maintenant. Ils sont maintenant en défense, il faut trouver ces ressources quelque part. Oui, je critique ce budget parce que le fait qu'il ait été, il est passé le visage du gouvernement, qu'il était dans l'une des chambres du Parlement, il est déjà problématique. Et de ce point de vue, je vais le justifier. Une autre question, c'est sur l'emploi. Vous faites partie de l'ancien pouvoir. Tous les Gabonais se rappellent que il y a eu un gel au niveau du recrutement de la fonction publique, quand même mis assez longtemps. Qu'est-ce qui, en votre temps, avait expliqué ce gel et qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous contestez ça alors que lorsque vous étiez au pouvoir, cela a eu lieu? Quelle évolution a été eue entre-temps pour que ça ne puisse pas continuer ici? Merci pour cette question, elle est essentielle. Je vous rappelle qu'il y a eu un coup d'État. Donc il n'y a plus une passation normale au pouvoir, il y a eu un coup d'État.
Et quand il y a eu ce coup d'État, vous avez l'auteur du coup d'État, président responsable du pays, qui a dit, ils avaient gelé, empêché les enfants d'avoir placé la fonction publique. Moi, j'ai ouvert. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi ferme-t-il encore? Nous avons été contraints, non pas de stopper, parce qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Nous avons été contraints de réguler, parce qu'on était en accord, sous accord avec le FMI, et qu'il fallait réduire les dépenses publiques. Et une des poches qui avait été identifiée par les ministères de l'économie, et c'est là le problème que nous avons, c'est que un régime, ce n'est pas que les 30 ministres et le chef de l'État. Un régime, c'est aussi la haute administration. C'est aussi la sécurité. C'est aussi tout ce qui rentre dans la gestion de l'État. C'est pour cela que le gouvernement dispose de l'administration. Mais nous, nous en avons. Nous sommes plus responsables. Mais les hauts fonctionnaires qui gèrent l'État avec nous, ils sont où? Ceux qui, sous ma responsabilité, étaient en négociation avec le FMI, comme hauts fonctionnaires, ils sont où? Ils sont dans l'État. Et ils ramènent les mêmes recettes dans ce gouvernement. Et qui avait dit aux Gabonais, ça y est, maintenant l'accès à la fonction publique est ouvert. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tenir. En 2 ans, la masse salariale s'est accrue. On est bientôt à 1000 milliards de masse salariale. Et je viens de rappeler que les ressources fiscales de l'État, c'est 2000 milliards, un peu plus, 2000 milliards. Donc vous avez déjà les salaires qui prennent la moitié de ressources fiscales de l'État. Et ça, les directives de la CA, ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est entre 35 et 45%. Là, on est à peu de 60%. Donc ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Et je ne dis pas que le gel n'a pas eu d'effet négatif dans la population. Je rappelle que malgré le gel, on a recruté dans la fonction publique, dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation, et que les régulations administratives et les rendues publiques en sont là. Par ailleurs, quand on dit qu'il y a eu recrutement, on recrute toujours un effort de défense et de sécurité. Et pendant ce temps, dans nos écoles, il y a eu des jours de la violence, il y a 0 policier, il y a 0 gendarme. Voilà les sujets. Et dans le même sens du jeu, puisque vous en parlez, sur 5 ans, on va avoir 2000 milliards consacrés à la défense. Mais combien consacrés à la santé? Combien consacrés à la question de la création d'emplois? Voilà les vrais sujets. Oui, il faut créer des emplois. J'ai seulement rappelé cette course d'engagement. Il a dit 163 000 emplois qui seront créés en 2025. On lui rappelle simplement que c'est l'engagement que vous avez pris en connaissance de cause. À Port-Gentil, il a dit sur tout mon mandat, il n'y aura pas un problème de budget, il y a l'argent. Il l'a dit publiquement Port-Gentil. Et donc, il ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il n'y a plus d'argent pour recruter les Gabonais à la fonction publique. Alors, Monsieur le Premier ministre, on va dire, vous qui êtes au fait de la gestion un peu du processus de l'examen de la loi des finances, alors, dans quelques jours, on va dire demain, aura lieu les élections sénatoriales. L'Assemblée nationale a récemment adopté le projet de loi des finances. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer comment ça va se passer, parce qu'il y a une sorte de lundi dans ce processus d'examen qui va suivre avec le Sénat. Dans un processus normal, du respect des institutions, le Parlement doit adopter une loi tant qu'il est en fonction entière. Le texte passe par la première chambre, va ensuite dans l'autre chambre. Si la session, la législature s'arrête dans une des chambres, le texte repart à 0. On ne peut pas continuer d'examiner ce texte parce que la nouvelle chambre qui entre ne peut pas examiner ce texte. Et donc là, ça fait partie des difficultés qu'on a avec cette constitution qui a été adoptée sans que les gens aient bien compris ses impacts. Et la mise en œuvre, elle est là. Moi, j'avais demandé que l'examen du budget soit suspendu et qu'on attend la nouvelle législature pour examiner le budget. J'avais indiqué qu'il ne fallait pas lier une nouvelle législature
avec une loi de finances qui a été examinée et adoptée par un parlement de transition. On m'a pas écouté, mais voici une difficulté. C'est que là, le 17 novembre, on met en place l'Assemblée nationale. Supposons que le Sénat adopte en des termes non identiques, et ce sera le cas, puisque entre les deux, le corps lui a modifié, il se passe quoi? La commission mixte paritaire va être mise en place entre qui et qui? Bon, comme il s'est bricolé, on lui connaît quelque chose, mais ce ne sera pas tout à fait légal. C'est bon. Quelles sont nos intentions sur la justice? Oui. C'est moi qui ai vous voulez pas au juste. Sur la justice, justement, si on appelait le citoyen mobilisé à être témoin ou à répondre, par exemple, vous avez évoqué à votre dernière partie justement la question de si Sylvie a géré, avec qui elle a géré. Si on vous appelle à la barre, est-ce que vous avez... Mais moi, j'ai toujours dit que c'est Ali Bongo qui gère le pays. J'ai toujours dit. Même lorsque il est dit qu'Ali Bongo n'a signé plus, j'ai dit que moi, j'ai vu Ali Bongo signer de sa main. Je l'ai dit publiquement. On m'a demandé, mais quand les parapheurs partaient à la maison, moi, j'étais à la maison. Mais moi, j'étais au bureau et j'ai vu comment il signait de sa main. Je l'ai dit publiquement. Et ils ont fait Ali Bongo signer. Là également, il se passe quoi? Donc, moi, je vous dis, et c'est pour cela que nous avons demandé la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Un pays a dysfonctionné. Je rappelle que s'il y a eu la conférence nationale en 90, c'est que le pays dysfonctionne déjà depuis très longtemps. Et comment Bongo en 2007 fait le bilan lui-même de sa gouvernance? La phrase est devenue fameuse, Dieu nous a pas donné le droit. Il prononce cette phrase en s'adressant à sa classe politique, qui auront basculé en commission après quelques-uns. Et donc, moi, je continue à dire que les Gabonais doivent avoir la vérité sur ce qui s'est passé dans notre pays. Qui a fait quoi? Et je suis prêt à répondre pour ce qui me concerne, moi. Le problème, c'est que ceux qui nous ont dit que c'est Sylvia qui gouvernait, c'est eux qui étaient avec Sylvia. Moi, je ne vais pas passer de vacances à Chili. J'ai jamais été avec Madame Sylvia Bongo, son fils et le Johnny Bongo en vacances quelque part. Je les ai fréquentés dans le cadre d'institutions officielles. Mais ceux qui les ont vus, aussi bien officiellement qu'officieusement, il faut qu'ils disent aux Gabonais ce qui s'est passé exactement. Parce que nous parlons là de notre pays. Et il ne faut pas que on donne aux Gabonais le sentiment qu'on a réglé un problème parce qu'on a jugé condamné deux individus. Est-ce que ces deux individus incarnent un système? Est-ce qu'ils incarnent à eux seuls l'ensemble de la gouvernance d'Ali Bongo, si c'est d'Ali Bongo qu'il s'agit? Le pays a des problèmes de route. Quels sont ceux qui ont été mis sur les routes? Il faut qu'on en parle. La dette du Gabon. Moi j'ai vu qu'on me dit, oui, mais vous avez aussi terre, donc vous avez une responsabilité. Très bien, comme dit laquelle. La dette du Gabon, quand eux ils arrivent, elle a 7 000 milliards, elle était en dessous, on dit 7 000 milliards. Depuis qu'ils sont là, elle a 8 600 milliards. Et là, on rembourse 28 milliards, on fait cocorico, ça fait des... Mais il nous a dit, avant la présidentielle, qu'il a tout payé. Il n'y a plus de dette. Ceux qu'il a payé là sont encore. Et donc, sur ce sujet, les Gabonais ont droit à la vérité. On leur doit la vérité. La vérité de ce qu'a été la gouvernance d'Ali Bongo. Et ceux qui ont été responsables. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on met ça sous le tapis? Je sais que quand on veut trouver, on n'a pas besoin de chercher, on vient d'imposer. Et que moi qui m'exprime là, je ne suis pas à l'abri. Parce que, comme je ne m'aligne pas, comme je refuse, on peut demain inventer quelque chose en jouant contre un des miens pour me faire griller. Ça existe, ils peuvent le faire. Mais je dis que notre justice, il faut la libérer. Ou il faut la délivrer. Puisque d'un côté, il y a la libération, il faut la libération. Il faut la délivrer parce que les responsables ont besoin de recevoir des coups de fil en permanence.
Il n'en peut plus. Quand on dit au téléphone, prenez-moi tel. Il n'en peut plus. Ils ne le diront pas publiquement. Mais on a tous des familles, on a tous des amis, des connaissances. Il n'en peut plus. Il faut rompre le lien entre le pouvoir politique et la magistrature. On ne peut pas voir hier que la mise en détention de certains leaders, c'était de la manipulation, c'était l'instrumentalisation. Et penser qu'aujourd'hui, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas l'instrumentalisation. Ce n'est pas correct. Moi, j'ai vécu l'affaire Mamba. J'étais là. Mais ceux qui ont été en détention sous Mamba, je n'en connais pas beaucoup qui ont dit qu'ils avaient été torturés. Les tortures, c'est sous Scorpion. Et quand vous demandez de payer sous Scorpion, c'est à quel moment que les tortures ont commencé. Eux-mêmes ont témoigné. Ils ont écrit. Et maintenant, jugeons l'ensemble. Et disons, non, il y a eu ces pratiques-là. On arrête. Et on rebâtit le Gabon. Je n'ai jamais dit de prendre les gens pour les mettre en prison. J'ai dit, pour guérir un accès, de le vider, il finira par éclater. Mais quand il est éclaté, il faut maintenant le nettoyer, le vider, le purifier, l'assainir. Sinon, il se passe quoi? Il y a une réflexion. C'est ici. Ça part intégralement. Et donc, ceux qui n'ont pas fonctionné dans notre pays, ayons le courage de l'aborder. Ayons le courage de l'aborder. Sans mettre les gens en prison. Toi, pourquoi ça a été fait comme ça? Peut-être que ça relève des hommes, on les change. Peut-être que ça relève des institutions, on les améliore. Peut-être que ça relève des lois, on les embauche. Mais ne mettons pas la poussière sur le tapis. Voilà. Ma dernière question. En tant que secrétaire Premier ministre, vous pouvez être disponible au l'État. Est-ce que, en ce temps, disons, ces 5 ou 6 derniers mois, est-ce que le président de la République vous a sollicité pour une consultation sur un sujet précis de la République? Autre point de la question, quel conseil vous, en tant qu'ancien Premier ministre, donnerez-vous pour assainir justement les finances de l'État comparativement avec le train de l'État qui, jusqu'aujourd'hui, quand même, est... Il faut commencer par ne pas les voir le parler. Est-ce qu'on peut dire que ce voyage n'a pas été nécessaire? Il y a eu des MOU, vous savez, nos MOU qui ont été signés au Gabon. Donc commençons nous-mêmes par rapport aux leaders sur ce que nous avons à faire. Bon, concernant votre première question, moi je ne le rencontre pas dans cette secret. Je l'ai rencontré publiquement il y a quelques semaines là, c'était avant les élections, pour aller lui dire de repousser les élections. Il ne m'a pas écouté. Mais je ne l'ai pas rencontré depuis là, je ne le rencontre pas en secret. S'il sollicite une réflexion sur un sujet qui concerne le Gabon, j'ai été énergiste, je vais apporter pour que les Gabonais aient l'électricité. Pourquoi je fais, si je peux donner un conseil pour que nous ayons l'électricité, pourquoi je m'en priver? Mais je ne suis pas son collaborateur. Je ne le suis pas. Et je n'irai pas là-bas pour devenir quelqu'un qui travaille pour lui ou avec lui. Mais si je peux aider à régler un problème pour le pays, pourquoi je le ferais? Mais il faut que ce soit transparent. C'est pas un secret. Faut qu'on dise, bon, mais monsieur me dit que c'est un tel ou tel sujet, moi, je sais pas, c'est quoi. Je vais répondre, ça serait grave. Mais je n'irai pas le voir en secret. Voilà, pour les finances publiques, pas. Si on donne la consultation, je la fais pas dans les cours. On me demande ce que je pense officiellement, je vais dire ce que j'en pense officiellement, ça s'arrête. Bien, merci d'être venu et